Bonjour, bienvenue dans ce qui constituera notre première séance de la séquence 4 de géographie de la classe de 3e et qui s'intitule Aménager le territoire métropolitain. Donc cela veut dire que nous restons toujours à l'échelle de la France et plus particulièrement de la France de la métropole, c'est-à-dire ce qu'on appelle familièrement l'Hexagone, quoi, hein, l'Hexagone plus la Corse et l'île de Ré, pour faire simple. Alors, si vous regardez l'image qui se trouve à gauche de la diapo, vous apercevrez les contours qui vous sont familiers, je l'espère, ceux de la région Auvergne. À l'époque, c'était au début des années 2010, c'est pas si loin que cela, à l'époque où la région Auvergne, quand elle était encore seule et pas intégrée à la région Auvergne-Rhône-Alpes, avait décidé de faire de la région Auvergne, composée des 4 départements de l'Allier, du Puy-de-Dôme, du Cantal et de la Haute-Loire, je vous le rappelle, la région la plus connectée de France. Donc voilà un très bel exemple d'aménagement du territoire, hein. Faire d'une région, je vous le rappelle, qui est intégrée aux faibles densités rurales, donc une région marquée par le vieillissement, marquée par la faiblesse du peuplement, marquée par l'absence de dynamisme démographique mais aussi économique, eh bien aménager le territoire pour en faire un pôle de connectivité, une région très en avance sur le plan du numérique et de l'Internet. Et on aperçoit en bas de l'affiche un certain nombre des acteurs de ce plan très ambitieux et même trop ambitieux certainement. Donc la région Auvergne, les départements, les 4 départements, donc les collectivités territoriales, plus l'Union européenne, plus Orange, le fournisseur d'accès, puisqu'il fallait bien qu'il y en ait un quand même qui soit intégré à ce plan. Bon, je vous le cache pas, pour ce qui concerne le plan Auvergne très haut débit, ça n'a pas été une grande réussite puisque ce plan a été abandonné, probablement, hein, c'est pas officiel, mais on voit bien que le plan a été en grande partie abandonné. Donc ça prouve aussi que l'aménagement du territoire, c'est quelque chose de coûteux, de long, de difficile et dont le résultat n'est pas forcément assuré. Aujourd'hui, nous allons entrer tranquillement dans la séquence à partir d'une carte que nous allons confectionner. Oui, en général, en géographie, on finit par des cartes, hein, la fameuse mise en perspective, mais rien ne nous interdit de débuter non plus une séquence par une carte si le sujet s'y prête. Or là, l'aménagement régional du territoire s'y prête, puisque les régions françaises ont été refondues en 2016, et on va donc commencer par travailler cette carte des nouvelles régions françaises depuis le 1er janvier 2016. Mais on ne va pas bâtir la carte juste pour bâtir la carte, hein, ce serait pas très intéressant. Nous allons nous servir de la carte des nouvelles régions administratives françaises comme d'un prétexte au fond pour découvrir ensemble quelques exemples d'inégalités régionales, des inégalités de puissance, de rayonnement, entre les régions françaises de métropole, que ce soit sur le plan démographique, sur le plan économique par exemple, de l'offre culturelle, de l'accès à Internet, on peut multiplier les exemples, parce que s'il n'y a pas d'inégalité régionale, il n'y a pas besoin d'aménager véritablement le territoire. C'est parce qu'il y a des inégalités, des déséquilibres, j'oserais presque dire des injustices, qu'il est nécessaire de procéder à des correctifs, à des corrections, autrement dit des aménagements du territoire. Alors, vous avez sous les yeux une carte qui appartient désormais à l'histoire d'une certaine manière, puisqu'il s'agit
de la carte des régions administratives françaises telles qu'elles existaient depuis les années 1970 officiellement, mais telles qu'elles existaient en fait depuis la Libération. Carte qui comporte donc 22 régions administratives pour la métropole, et vous reconnaissez en plein milieu de la métropole notre région Auvergne avec ses 4 départements. Ajoutons à cela les régions de la France ultramarine, l'outre-mer, ce qu'on appelle souvent encore les dom-toms. Mais là, cela fera l'étude d'une autre séquence à part, la prochaine, puisque la prochaine séquence sera consacrée à l'aménagement régional, mais de l'outre-mer, de la France ultramarine. Donc pour l'instant, on va se concentrer sur la métropole. Après avoir été longtemps ce qu'on appelle dans les médias un serpent de mer, c'est-à-dire quelque chose dont on parle régulièrement, puis dont on ne parle plus, puis dont on reparle, qu'on abandonne à nouveau pour en reparler ensuite, eh bien le redécoupage régional français, tant de fois annoncé, tant de fois promis, a finalement eu lieu, en vrai, le 1er janvier 2016, et l'on est donc passé de la France des 22 régions de métropole, celle que nous avons vue rapidement sur la carte précédente, à la carte actuelle qui ne comporte plus que 16 régions de métropole. Donc bien entendu, ça ne veut pas dire que la France a rétréci, hein, ça veut simplement dire que des régions ont disparu pour être intégrées à d'autres ensembles pour former des ensembles régionaux plus vastes. Par exemple, si vous cherchez à nouveau la région Auvergne, vous la trouvez oui et non, vous la trouvez certes, mais intégrée à un ensemble beaucoup plus vaste, qu'on appelle en abrégé l'ARA, ou autrement dit Auvergne-Rhône-Alpes. Et c'est cette carte qu'il va vous falloir connaître, d'abord parce qu'elle est exigible au brevet. On peut vous demander de replacer quelques régions sur la carte de France. Et puis parce que même si on ne vous le demande pas au brevet, il est relativement légitime d'attendre d'un futur citoyen ou d'une future citoyenne française, ce que vous serez, il est légitime d'attendre de votre part que vous connaissiez quand même quelques fondamentaux de géographie française, à commencer par les régions. D'autant que vous y gagnez au change, puisqu'encore une fois, la carte d'aujourd'hui est relativement simplifiée. Et en fait, cette simplification, elle était voulue au départ pour des raisons économiques. Parce que l'on pensait que en gérant des moins de régions, mais des régions un peu plus vastes, les collectivités territoriales, les conseils régionaux en particulier, feraient des économies. L'avenir a prouvé que ce calcul n'était pas forcément un très bon calcul. Si le redécoupage de la carte administrative des régions françaises a été si longtemps différé, promis, puis ajourné, c'est parce que, comme tout redécoupage, forcément, il y a des gagnants et il y a des perdants. Donc il y a des heureux et il y a des malheureux. Et c'est au passage ce que nous montre la carte que vous avez sous les yeux. Hein. Vous voyez des points rouges, et les points rouges, ce sont les points de tension géopolitique liés au découpage qui a été amorcé en 2014. Il a fallu 2 ans pour se mettre d'accord. Oui, parce qu'au départ, les gens, ils n'étaient pas tous d'accord. Vous avez notamment la Bretagne qui, pendant un moment, réclamait, enfin qui réclame toujours d'ailleurs, les pays de la Loire,
qui considèrent qu'ils sont bretons. Bon, les Pays de la Loire, d'ailleurs, on n'a pas trop su quoi en faire parce que les Bretons la réclamaient, la Nouvelle-Aquitaine la réclamait, il a même été question de l'intégrer à la région Centre-Val-de-Loire, puis finalement on l'a laissée toute seule. Ça donnait lieu à des tractations, des manifestations sans fin pendant 2 années. Vous avez eu aussi les Alsaciens, par exemple, qui rêvaient de former une région à eux tout seuls, et ils n'avaient pas envie d'être intégrés aux Lorrains ou aux Ardennais, par exemple. Bon, champenois ardennais. Et quand on leur disait, oui, mais la région Alsace, c'est trop petit, ben, ils répondaient, ben, et la Corse, alors, c'est pas bien plus grand. Bon. Pareil pour la future région Occitanie. Les Toulousains n'ont pas été mécontents d'apprendre que Toulouse deviendrait capitale de la région. Par contre, les Montpelliérains, eux, ont fait triste mine parce que, évidemment, il fallait bien qu'une des deux capitales disparaisse au profit de l'autre. Et donc, à Montpellier, on l'a assez mal pris. Bon, et quand à la région, l'ex-région Auvergne, et bien évidemment, Clermont a perdu son statut de capitale régionale au profit de Lyon. Mais là, il n'y avait pas vraiment photo. Lyon, deuxième ville de France, le match était perdu d'avance pour Clermont-Ferrand. Et puis, vous avez eu aussi quand même quelques régions pour lesquelles rien n'a changé, c'est celles qui sont en gris sur la carte, hein. Donc Bretagne, Pays de la Loire, j'en ai parlé tout à l'heure, région centre, Île-de-France, la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, PACA, et la Corse. Alors, comme les noms des régions ne sont pas marqués, vous avez peut-être un tout petit peu de mal à suivre, d'où l'intérêt de bâtir ensemble la carte qui vous permettra de savoir finalement de quoi on parle. Alors normalement vous disposez de ce fond de carte qui vous attend dans votre espace ENT, c'est la planche 1 de la nouvelle séquence. Et donc nous allons bâtir ensemble la carte des nouvelles régions françaises depuis le 1er janvier 2016. Alors, je ne vais pas faire une diapo par région, hein, je les fais apparaître toutes d'un coup, avec leur capitale de région. Donc mettez-moi sur pause le temps de recopier tranquillement la carte. Et respectez bien la typographie s'il vous plaît, c'est-à-dire que les noms des régions sont en majuscules, à l'encre noire, et que les noms des capitales régionales sont en minuscules à l'encre bleue. Et si vous vous dites que oula, ça va faire beaucoup de choses à prendre d'un coup, bah, faut dédramatiser. D'abord, je pense quand même que, à moins d'être vraiment ignare en géographie, il y a quand même des noms de régions, l'Île-de-France, Bretagne, Corse, que vous connaissez déjà, probablement un peu. Ensuite, en ce qui concerne les noms des capitales régionales, oui, ça en fait 16 à connaître, mais comme la plupart sont aussi les noms des villes, des principales aires urbaines françaises, hein, pas toutes, mais Lille, Paris, Rennes, Nantes, Bordeaux, Toulouse, Marseille, Lyon, Dijon, Strasbourg, déjà normalement ces villes-là, vous les connaissez. Après, il y a juste à rajouter Rouen, Orléans, Rouen pour la Normandie, Orléans pour le centre Val-de-Loire, et puis Ajaccio pour la Corse. Je crois qu'on a fait le tour après de la question, hein. Donc en fait, cette carte, elle n'est pas si compliquée que ça à prendre, parce que normalement, vous en connaissez déjà une bonne partie. Il n'y a plus qu'à fixer dans votre mémoire le reste.
comme je vous l'ai dit tout à l'heure, on ne va pas juste se contenter, hein, en classe de 3e, on ne va pas juste se contenter de bâtir, j'allais dire presque bêtement, la carte des régions françaises. On va aller un petit peu plus loin dans l'analyse et on va se demander, justement, avec ce nouveau découpage, quelles sont les régions qui pèsent le plus sur le plan de la superficie. Bon, ça c'est pas compliqué, il suffit de regarder la carte, hein, elle va vous le dire, vous allez bien être en mesure de voir quelles sont les régions qui sont les plus vastes et celles qui sont les plus petites, mais aussi en termes de population, quelles sont les régions les plus peuplées, les moins peuplées, quelles sont les régions qui produisent le plus de richesses ou quelles sont les régions les plus pauvres au regard du PIB, du produit intérieur brut. Et puis voilà, on peut multiplier à l'infini. On pourrait même faire, si la fantaisie nous prenait, une carte du rayonnement footballistique, après tout, avec les clubs de Ligue 1 et de Ligue 2. Après tout, ça serait tout à fait justifié. Le but, c'est de faire apparaître, encore une fois, les déséquilibres, les inégalités entre les nouvelles régions. Parce que parfois, des régions ont profité du réaménagement administratif pour se renforcer. Et puis d'autres, faut bien le reconnaître, ne se sont pas renforcés et se sont même parfois encore affaiblis. Alors si on regarde la carte des régions administratives françaises au regard de la superficie, bon, on peut se servir des chiffres, hein, les milliers de kilomètres carrés, mais j'allais dire, c'est presque une précision inutile parce que la carte doit bien nous permettre quand même de voir que, par exemple, l'Île-de-France, avec la Corse, sont les deux régions de métropole les plus petites. Mais vous allez voir qu'en particulier pour l'Île-de-France, il ne faudrait pas en tirer des conclusions fausses. Parce que vous allez voir que l'Île-de-France, c'est peut-être une toute petite région sur le plan de la superficie, mais pour le reste, c'est pas une naine, la région Île-de-France, hein, bien au contraire. Donc l'Île-de-France, la Corse sont des régions de faible superficie. Je vous ferai remarquer également que vous avez aussi le code des couleurs qui vous permet d'identifier les régions les plus faiblement ou les plus grandement étalées dans l'espace, hein, puisque plus la région est enfoncée, plus la région est vaste, plus la région est en couleur pâle, palichonne, plus la région est petite. Donc on voit très clairement que l'Île-de-France et la Corse constituent un extrême et que l'immense région, alors à l'époque elle n'avait pas encore son nouveau nom de Nouvelle-Aquitaine, elle s'appelait encore Poitou-Charentes, Limousin, Aquitaine. Et ben, ça prouve bien une chose, hein, c'est qu'on faisait 3 régions pour le prix d'une, donc c'est une région qui est assez immense. Et encore, il avait même été question pendant un temps de lui adjoindre les Pays de la Loire. Donc là, ça aurait fait une super région. Et juste après, Nouvelle-Aquitaine, eh bien, 2 autres régions, Midi-Pyrénées, Languedoc-Roussillon, là encore qui a changé de nom pour devenir l'Occitanie. Et enfin, la région Auvergne-Rhône-Alpes, qui constitue la 3e région la plus vaste de France. Donc pour l'Auvergne, eh bien, qu'est-ce que ça change? Eh bien, une région de taille très très moyenne, hein, même un peu en dessous de la moyenne, qui est intégrée dans une des régions maintenant les plus étendues de France. Si on passe maintenant à un critère peut-être plus important, celui du peuplement, du nombre d'habitants, la population. Alors là, c'est le même principe. Elles sont bien faites ces cartes, hein, sinon je ne vous les proposerai pas. Donc non seulement on a le nom de la région, même si ces noms
encore une fois, ont été amenés à changer, hein, parce que Nord-Pas-de-Calais, Picardie, c'est devenu les Hauts-de-France. Champagne, Ardennes, Lorraine, Alsace, ils ont bien compris qu'avec un nom pareil, ça pouvait pas aller. Donc ils ont décidé de s'appeler Grand Est et on leur en voudra pas. Bon, donc les noms sont peut-être pas tout à fait les bons, mais on a le nombre d'habitants, et puis là encore, on a le code couleur qui est assez logique. Plus la région est peuplée, plus la plate couleur, plus la plage de couleur est foncée, et inversement, plus la population est faible, et plus la couleur est palichonne. Et là encore, il y a des grands extrêmes, hein, parce que la Corse est de très loin, la région la moins peuplée de France, 300 000 habitants, c'est peu, ça représente pas plus finalement que la population du département de l'Allier, mais l'Allier c'est qu'un département, c'est pas une région. Bon, vous me direz, la Corse, au fond, ça n'est jamais que 2 départements, réunis en une seule île. Après, qu'est-ce qu'on voit? On voit que l'Île-de-France prend très clairement sa revanche, parce que elle, qui est une des plus petites régions en termes de superficie, est de très très loin la région la plus peuplée de France, avec environ 12 millions d'habitants, ce qui fait quand même à peu près un Français sur 5. Et d'ailleurs, faites l'expérience, demandez-vous, est-ce que vous n'auriez pas un membre de votre famille qui vit justement en Île-de-France, pas forcément Paris, en région Île-de-France, c'est-à-dire Paris plus les banlieues. Donc probablement que vous devez être un certain nombre dans ce cas. Et ça explique d'ailleurs au passage pourquoi lors du redécoupage de 2016, il n'a pas été question le moins du monde d'agrandir, d'étaler dans l'espace la région Île-de-France. Parce que la région Île-de-France est déjà, par rapport aux autres, déjà bien trop peuplée. Donc si on lui avait adjoint la Picardie, c'est-à-dire le nord de l'Île-de-France, ou si on lui avait adjoint une partie de la région centre, Val-de-Loire, ou une partie de la Champagne ou de la Bourgogne, on aurait eu une région qui aurait encore plus écrasé la concurrence, si je puis dire, qui aurait encore plus écrasé les régions voisines. Et justement, le but, c'était plus de corriger les inégalités que de les aggraver, dans le cas de la région parisienne. La deuxième région la plus peuplée, après, c'est encore l'Auvergne-Rhône-Alpes. Alors évidemment, vous l'aurez compris, c'est pas grâce à la région Auvergne, c'est quand même plutôt grâce à la région Rhône-Alpes, mais l'ensemble auvergnat-rhône-alpin constitue la deuxième région la plus peuplée de France, devant les Hauts-de-France, c'est-à-dire l'ancien Nord-Pas-de-Calais, Picardie. Et on voit que l'ouest de la France, en particulier les régions de Normandie, de Bretagne, Pays de la Loire, sont assez faiblement peuplées, tout comme le centre Val-de-Loire, Bourgogne-Franche-Comté. C'est-à-dire que l'ouest et le sud de la banlieue, si je puis dire, de l'Île-de-France sont des régions peu peuplées. Si on prend maintenant le critère du PIB ou du PIB, c'est-à-dire le produit intérieur brut. Alors, ce que j'aime bien avec cette appellation, c'est que quand on sait ce que veut dire PIB, on n'est pas plus renseigné qu'avant. Le PIB, c'est-à-dire l'ensemble des richesses produites chaque année par un pays, grâce à son agriculture, grâce à son industrie, grâce à son commerce. Bon. Et si on veut savoir ce que ça représente pour chaque habitant, une fois qu'on a le PIB total, en milliards d'euros, on divise par le nombre d'habitants. Et ça peut être très pratique pour savoir si on a affaire à des populations riches ou à des populations pauvres. C'est un des critères, le PIB par habitant, je vous le rappelle, de l'indicateur du développement humain, l'IDH, que vous avez étudié quand vous étiez en classe de 5e. Bon. Donc on a l'ensemble des richesses produites pour chaque région.
Alors les chiffres remontent à 2012, j'aurais aimé avoir des choses un peu plus récentes, mais bon, ben, j'ai pas trouvé, donc dès que j'aurai des chiffres plus précis, plus récents surtout, je changerai mes cartes. Alors qu'est-ce que l'on voit, sachant que ça fonctionne comme d'habitude, plus la plate couleur est foncée, plus la plage de couleur est foncée, plus la région est riche, plus la plate couleur est palichon, plus la région est pauvre. Et bien on voit que là encore les extrêmes sont les mêmes. La région Île-de-France écrase, il n'y a pas d'autre mot, hein, la région Île-de-France écrase du point de vue richesse bien, le reste du pays. Hein. On a une inégalité terrible entre la capitale et la province. Parce que la deuxième région la plus riche, c'est toujours l'Auvergne-Rhône-Alpes. Vous voyez qu'il faut croire que l'Auvergne a quand même gagné en intégrant, en fusionnant avec Rhône-Alpes. Elle y a peut-être perdu sa capitale Clermont, mais elle y a quand même gagné certainement dans d'autres domaines. Mais quel fossé entre les deux! Parce qu'en arrondissant un peu les chiffres à la louche, la région Rhône-Alpes, elle est quand même presque 2 fois et demi, 3 fois plus pauvre, ou moins riche, si vous préférez, que la région Île-de-France. Et après, alors là, c'est pareil, hein, quel fossé entre le deuxième et la troisième région. Vous retirez 100 milliards d'euros pour arriver à la Nouvelle-Aquitaine. Et donc la Nouvelle-Aquitaine est peut-être la région la plus vaste de France. C'est aussi peut-être une région peuplée, mais pas la plus peuplée, mais c'est pas non plus la région la plus riche. Autrement dit, la superficie, ça fait pas tout. Ceci dit, quand on regarde la Corse, on a affaire à une petite région en termes de superficie, très peu peuplée, et c'est aussi la région qui crée le moins de richesse en métropole. C'est très net, 8 milliards d'euros, c'est-à-dire presque 9 fois moins que l'avant-dernière région, qui est le centre Val-de-Loire. Donc là, il y a un fossé terrible. Et on voit bien les inégalités régionales. Je vous propose, parce qu'on ne va pas non plus faire 50 cartes, je vous propose une dernière carte qui est celle de la pauvreté. Alors cette fois-ci en pourcentage de la population. Je vous rappelle que le seuil de pauvreté, c'est une définition qui est assez élastique, qui peut varier d'un pays à l'autre, et que pour faire simple, le seuil de la pauvreté, selon que vous êtes considéré comme pauvre ou pas, en France, c'est à peu près 860 € par mois, c'est-à-dire un peu moins de 30 € à dépenser par jour. Ça correspond à peu près aux minima sociaux. Alors pourquoi cette carte? Tout simplement parce que le PIB par région c'est bien, mais ça ne veut pas tout dire. C'est pas parce qu'une région produit de la richesse que ses habitants sont forcément riches. Ça peut contribuer évidemment, mais pas forcément. Donc il vaut mieux être prudent et vérifier que les informations correspondent ou pas. Et si on regarde la pauvreté, alors là il faut être très vigilant parce que la plate couleur le plus foncé, c'est pour le nombre de pauvres le plus élevé. Plus il y a de pauvres, plus les plages de couleur sont foncées. Bon, ça paraît logique. Donc à ce titre-là, par exemple, les pauvres sont les moins nombreux en Bretagne et en Pays de la Loire. Mais justement, c'est tant mieux. C'est-à-dire que le but du jeu, si je puis dire, enfin c'est pas vraiment un jeu, mais le but du jeu, ça serait d'avoir le moins de pauvres possible dans sa population. Donc ça veut dire que la région Nord-Pas-de-Calais-Picardie, alias les Hauts-de-France, avec près de 20% de pauvres, c'est-à-dire un habitant sur 5 dans la pauvreté, eh bien, il n'y a pas de quoi pavoiser, il n'y a pas de quoi s'en féliciter. En réalité, c'est le pire résultat national, avec la Corse. La Corse, c'est même pire d'ailleurs, maintenant que j'y pense. La Corse est à 19,2%, c'est même pire. Donc décidément, la Corse, elle n'est pas gâtée. Plus petite région, la moins peuplée, qui produit la moins de richesse et qui compte le plus de pauvres en France.
Et l'Île-de-France, eh bien l'Île-de-France est plutôt dans des régions intermédiaires, c'est-à-dire pas parmi les régions qui comptent le plus de pauvres, mais pas parmi les régions qui en comptent le moins. Voilà. Et l'Auvergne-Rhône-Alpes s'en tire honorablement. Elle ne fait pas partie des régions qui comptent le moins de pauvres, mais avec 12,7% de pauvres, elle est quand même dans les régions les moins touchées, les moins menacées par la pauvreté. Alors j'avais annoncé que la carte précédente était la dernière, mais pas tout à fait, parce que vous voudrez bien m'en excuser, j'avais oublié que j'en avais rajouté une dernière, mais ça, cette fois-ci c'est la vraie dernière, la carte du taux de chômage, qui a l'avantage d'avoir des chiffres un petit peu plus récents que la carte de la pauvreté. Alors le taux de chômage, c'est un peu pareil. Le but, c'est d'avoir le taux le plus bas possible. Donc quand vous avez des chiffres qui sont inférieurs à 10%, sachant que c'est à peu près la moyenne de l'époque, moyenne nationale, quand vous êtes à moins de 10%, que vous êtes dans le bleu, et bien en fait c'est bien. C'est une très bonne performance. Quand vous êtes au contraire dans le rouge et que vous dépassez les 10 et même largement les 10 puisque vous êtes à 11 voire 12%, alors là par contre là c'est nettement moins bien. Et on voit que Paris-Île-de-France continue à être dans les régions les plus saines, les mieux portantes, en compagnie de Bretagne, Pays de la Loire, mais aussi, une nouvelle fois, de la région Auvergne-Rhône-Alpes, qui est une des régions où visiblement l'emploi est le plus facile à trouver. Par contre, les régions méditerranéennes ne sont pas à la fête dans ce domaine, et pour une fois, la Corse n'est pas la région la pire, mais la région Occitanie, ex-Languedoc-Roussillon, Midi-Pyrénées, a un taux de chômage inquiétant. Bah oui, tout le monde ne peut pas travailler dans l'aéronautique. Et le Nord-Pas-de-Calais-Picardie, c'est-à-dire les Hauts-de-France, sont très mal placés également sur le plan du nombre des chômeurs. Donc les inégalités sont encore très fortes entre les régions. Alors tout ça c'est bien joli, tout ce que l'on vient de voir c'est certainement intéressant, j'espère que ça vous a intéressé, mais comment le représenter sur la carte? Alors je me suis un peu creusé les méninges et j'en suis arrivé après de nombreuses tentatives à cette idée que le mieux c'était de vous proposer un tableau des régions par ordre alphabétique avec une sorte de note attribuée par, non pas par compétence mais par thématique. Sup, c'est la superficie, pop, c'est la population, PIB, c'est le PIB, et alors chaud, c'est pour le chômage. Je n'ai pas retenu la pauvreté, j'aurais pu, mais bon, après ça faisait beaucoup, donc j'ai gardé que 4 critères. Alors ensuite, plus l'étoile va être noire, comme on dit dans Star Wars, plus l'étoile est noire, et plus le classement est bon. C'est-à-dire grande superficie, forte population, création de beaucoup de richesses, et faible, j'ai bien dit faible, chômage. Inversement, plus l'étoile reste blanche, regardez la Corse, et moins c'est bon. Faible superficie, faible population, faible production de richesse, et fort, j'ai bien dit, fort chômage. Et donc après, eh bien, il n'y a plus qu'à repasser certaines, pas toutes, certaines régions françaises. En bleu, j'ai pris les couleurs tricolores, les couleurs nationales, ça ne vous aura pas échappé. En bleu, je vais vous demander d'identifier les régions les mieux notées, globalement. Vous verrez que pour la région Rhône-Alpes, c'est assez facile de voir à quelle catégorie elle appartient. En blanc, on laissera les régions intermédiaires, c'est-à-dire soit qui ont des notes moyennes, soit qui ont des points forts, c'est-à-dire des étoiles en noir, mais aussi des points faibles, des étoiles en blanc, et ça fait donc une moyenne, un peu inégale. Et puis en rouge, les régions les plus mal notées, c'est-à-dire celles qui cumulent les étoiles blanches
ou grises. Voilà, donc je vous laisse observer le classement. Et je vous laisse le temps de réfléchir au coloriage. Mettez-moi sur pause, mettez un petit point de couleur par région, et je vous attends pour le corriger. Alors, en ce qui concerne les régions les mieux notées, selon les 4 critères retenus dans notre tableau, il y a un trio de têtes qui se dégage très nettement. D'abord, loin devant tous les autres, la région Île-de-France, qui débutait mal parce que c'est la plus petite région de France quand même en termes de superficie, une des plus petites, mais pour le reste, elle écrase tellement la concurrence qu'elle reste quand même très très largement en tête. Elle occupe la première place du podium. Devant, alors ça se joue à peu, mais c'est l'Auvergne-Rhône-Alpes, deuxième région de France selon notre classement, devant la Nouvelle-Aquitaine. Donc ça, ce sont les 3 régions qui sont les plus dynamiques, qui s'en sortent le mieux dans notre classement. Et par contre, j'ai distingué 5 régions qui, elles, ferment la marche, qui sont vraiment mal notées. Alors, ça surprendra personne puisque c'est la région la plus mal notée pour 4 critères sur les 5 que l'on a vus, la Corse. Mais la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, qui est une des régions les plus peuplées de France, c'est quand même également très très mal noté. Cumule les problèmes ou les faiblesses. Vous avez aussi 3 régions d'un gros quart nord-ouest qui ne sont pas non plus à la fête. Même si le chômage y est faible, la moyenne n'est pas atteinte. C'est la région Normandie, la région Bretagne, et puis une autre région aussi qui n'est pas très très dynamique, qui souffre très probablement de la proximité de l'Île-de-France, c'est la région Centre-Val-de-Loire. Quant aux autres régions, que je vais nommer pour la forme, eh bien, elles ne sont ni très bien notées, ni très mal notées, donc elles sont en situation un peu intermédiaire. On a les Hauts-de-France, le Grand Est, Bourgogne-Franche-Comté, donc un gros quart nord-est. On a cette petite région, finalement, qui est restée indépendante parce que, encore une fois, on ne savait pas trop à qui la caser, les Pays de la Loire. Et puis la grande région du sud-ouest, l'Occitanie, du sud-ouest, oui, l'Occitanie, qui est aussi une région en situation intermédiaire. Eh bien écoutez, je crois qu'on en a fini pour cette séance inaugurale. Je vous demanderai maintenant, pour que ça soit utile pour vous, je vous demanderai maintenant de bien vouloir apprendre cette carte administrative des nouvelles régions françaises qui, avec un peu de chance, ne changera plus d'ici quelques décennies. Je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à bientôt pour une première étude de cas consacrée au Mont-Saint-Michel. Bonne journée!